Choulin daf mem gimel amud bet, 7e ligne. Amar Oula, Yashav lokotz baveshet, en chosheshin shema hivri. De quoi s'agit-il? On est toujours dans le domaine des tréfotes. On sait que si jamais l'un des organes vitaux de la bête a été atteint, alors la bête n'est pas consommable. Elle est interdite à la consommation, elle s'appelle terefa. On avait vu dans la Mishnah qu'il y avait 18 téréfotes, 18 organes qui peuvent être atteints d'un problème qui va rendre la bête terefa. On avait vu une mahloquette aussi, à savoir est-ce que la terefa elle est viable ou pas viable, dans le sens où la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que cette bête-là ne pourra pas survivre longtemps, donc elle est considérée morte vivante. De son vivant déjà, elle est déjà atteinte par la mort, puisque elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, ou bien ça n'a pas de rapport avec la vie et la mort, même si elle est absolument viable. Nous avons une Gzerat HaKatuv. Gzerat HaKatuv, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a reçu d'Akadosh Baruch Hu des halachot claires, nettes et précises, qu'une bête qui a tel défaut ou tel défaut, elle est terefa. Ou basar basade terefa lotochelu, la kelev tashlichun oto. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a défini qu'est-ce qui s'appelle terefa. Et Rabbi Ishmael disait que c'était 18 terefot. Tana de Rabbi Ishmael, Shmona Asar terefot. C'est ça halakha le Moshe Misinaï. On avait vu ensuite des détails qui nous disaient que 18 terefot, c'est 18 catégories de terefot. On avait par exemple plein de terefot qui rentraient dans le cadre de Nekuva, ou bien de Kroa, de Psuka, et ainsi de suite. Maintenant, on avait appris à propos du Veshet que s'il y a un Nekev Bema Shehu, elle est tréfa. Pour que le Veshet s'appelle Nakouv, perforé, il faut qu'il soit de part en part, c'est-à-dire qu'il y ait un trou dans les deux parois qui constituent le Veshet. Le Veshet, comme si c'était un double cylindre dont celui qui est à l'intérieur est de couleur blanche et la membrane qui est à l'extérieur est de couleur rougeâtre. C'est comme ça qu'est constitué l'œsophage. Si tu regardes l'œsophage, tu le prends l'œsophage d'un poulet. Tu le coupes. Regarde, coupe-le par exemple en longueur, tu vas voir que la membrane interne, elle est blanche, la membrane externe est rougeâtre. Ces deux parois constituent l'œsophage, le Veshet. C'est un double cylindre qui est incorporé l'un dans l'autre, mais qui sont réellement collés. Alors, pour que la bête soit terefa, il faut que le Veshet soit transpercé de part en part. Mais nous avions vu hier à Hidush Gadol, c'est que même si les trous n'étaient pas en face l'un de l'autre, ils étaient décalés, l'un en haut ou l'un en bas, et bien malgré tout, elle est terefa. Pourquoi? Car les deux membranes de cette double paroi, finalement c'est perforé, et avec le mouvement de la bête quand elle mange ou quand elle crie, eh bien à ce moment-là, il pourrait y avoir un déplacement des parois, et il pourrait s'avérer que les deux trous vont se retrouver l'un en face de l'autre. Donc le Veshet aura été totalement transpercé. Voilà pourquoi on a dit que le Veshet sera, la bête sera terefa. Mais maintenant, Oula nous enseigne un Hidush. Lequel Hidush? Je préfère rajouter encore une introduction. On avait appris que lorsqu'il y a un Nekev, lorsqu'il y a un trou dans l'un des organes où le trou est problématique, la bête est terefa, même s'il y a eu ensuite une croûte, parce que ça a comme coagulé, et on peut imaginer que ça y est, c'est bon, ça s'est bouché. Et une fois que nous avons une rustine, un bouchon, alors c'est bon. Eh bien non.
Parce qu'on considère que le bouchon ne va pas tenir longtemps. Il n'est pas durable. Et par conséquent, même si ivri, même si il y a eu une croûte qui a comme guéri et soigné la plaie, on ne compte pas là-dessus. Pour nous, c'est comme si ce bouchon était absent. Et par conséquent, la bête est terefa. Maintenant, de quoi va parler Oula? Il va dire la chose suivante. Imaginons qu'on ait maintenant un poulet ou une bête. Après avoir fait la shrita, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'il y avait une épine plantée dans le véchette. La pointe de l'épine se trouvait plantée à l'intérieur du véchette. Mais, ça n'avait pas percé totalement toute la paroi du véchette. Il n'y avait pas un trou transversal qui allait de part en part. C'est juste à l'intérieur que c'était perforé, mais pas à l'extérieur. Donc le trou n'allait pas jusqu'au bout. Quel est le din dans ce cas? Oula nous dit, Amar Oula, Yashavlo kotz baveshet, en hosheshin shema ivri. Qu'est-ce que ça veut dire en hosheshin shema ivri? On ne craint pas que ça a guéri. Rashi explique, en hosheshin shema nekev haya vehivri vehave krum she'ala mehamat makka baveshet ve'eno krum. Quand on dit en hosheshin, on ne craint pas. Ça ne se dit pas, on ne craint pas que ça ait guéri. Parce que, au contraire, si ça a guéri, c'est bien. On ne craint pas qu'il y ait eu un trou qui ensuite a guéri avec une croûte qui a coagulé, d'une coagulation qui a bouché périodiquement le véchette. Nous ne craignons pas cela, tout ce processus de perforation plus bouchon. On ne craint pas que ivri, que le trou a guéri. Parce que cette guérison, on le sait, n'est pas valable. Nous ne craignons pas cela, et donc c'est cachère. Dans le sens où on pourrait se poser la question. Laquelle? On se dit que Béhémet, s'il y a là la pointe de l'épine, peut-être que Béhémet, le véchette avait été totalement perforé par ce kotz. Seulement, après, il y a une partie du kotz qui a reculé en arrière. Et ensuite, la partie externe, qui est la partie rougeâtre, elle a guéri. Il y a là-bas peut-être une coagulation de sang, mais ce n'est pas du tout possible de trouver pourquoi. Parce qu'on a déjà dit que la couleur rouge sur un fond rouge n'est pas détectable. Donc tu ne peux pas détecter la présence d'un trou dans la paroi externe, mais il est fort possible que cette épine qui a perforé la paroi interne a peut-être perforé aussi la paroi externe. Et donc ça s'appelle Nikav Haveshet. Et on ne peut pas vérifier. C'est pour ça que Oula dit, ne crains pas tout cela. Ne va pas fabuler. Ne va pas t'imaginer le pire en disant que peut-être il y avait un trou qui ensuite a été bouché et ce bouchon n'est pas suffisant, puisqu'on a déjà dit que ivri c'est pas suffisant. Nachon ala bokrum. Eh bien, tout cela ne te prend pas la tête inutilement. C'est cachère. La bête n'est pas terefa. Tu n'as pas vu de trou, eh bien, ne va pas imaginer ce trou qui n'existe pas. Il n'a pas lieu d'être. Jusqu'à preuve du contraire, la bête, elle est considérée keshera. Rashi, entre parenthèses, Rashi donne une deuxième traduction au mot Shema Hivri. C'est intéressant de voir la deuxième traduction. Regardez ce que dit Rashi. Va'ani shamati vehivri lashon nikav kemo ubara otam beharvotam. Dans la prophétie de Yehezkel, on parle là-bas de transpercer avec une épée. Et c'est le verbe ubara, bet resh aleph. Eh bien, il dit que peut-être que vehivri, c'est du lashon percé, avec la pointe d'une épée, la pointe de l'épine. Et la Gemara ici, quand elle a dit « En hosheshin shema ivri », ça veut dire que nous ne craignons pas que le véchette soit percé. Et où est-ce que tu retrouves que le mot « ivri » veut dire perçage? Eh bien, on retrouve dans un passouk de Yehezkel, où là-bas on parle de « Ubara otam beharvotam ». Il les a transpercés avec son épée,
Donc tu vois que le verbe lehavri veut dire percer. Alors, c'est plus juste, je dirais, cette traduction par rapport au langage de En Hosheshin Shema Hivri. On ne craint pas que Hivri. Si tu me dis que Hivri c'est négatif, je comprends le sens de la phrase. On ne craint pas le négatif. On ne craint pas que ça ait été percé. Si tu me dis que Hivri veut dire percé. Mais si tu me dis que Hivri, ça vient du mot bri'out, qui veut dire la bonne santé, que ça a guéri, on ne craint pas que ça ait guéri. Mais au contraire, si ça a guéri, c'est très bien. Alors on va chercher loin. On ne craint pas qu'il y ait eu un trou qui a guéri superficiellement, parce qu'on a déjà vu que la coagulation du sang dans un trou, dans un membre, dans un organe vital, n'est pas une vraie guérison. D'accord ? N'est pas un bouchon durable, et par conséquent, la bête, elle est tréfa tout de même. C'est aller chercher loin dans cette phrase. C'est difficile, c'est un peu farfelu, n'est-ce pas ? Mais, donc nous avons deux pirushim, l'un qui correspond à la traduction Ivri, Bri'out, et l'autre qui correspond à la traduction Ivri, perçage. Pas une reconstitution des tissus. On te dit que c'est pas bon. Quand ça se... Non, après, il se bouge. Le deuxième pirouche. Exactement. Non, pas Comment vous dites ? Pas une reconstitution des tissus. Non. Sans que ce soit de coagulation. Je parle pas de croûte, de coagulation. Oui, alors on a déjà vu ça. Vous n'étiez pas là hier. Ça c'est mon joker. À chaque fois que quelqu'un pose une question lorsqu'il n'était pas là, je dis les absents ont toujours tort. C'est au niveau du foie, là. Parce que, On a déjà vu ça que Alakoum, dans tous les nekavim, tous les organes qui rendent la bête terefa à cause d'un trou qui a eu lieu dans cet organe, la Gemara disait que Alabokoum, le koum n'est pas considéré comme étant un bouchon, une rustine. Dans le Véchet, tu as trouvé par exemple une croûte qui constitue une coagulation, qui constitue un bouchon, eh bien tu ne peux pas t'appuyer là-dessus. D'accord, mais à part la croûte, au début il y a une croûte, mais après la croûte elle s'en va. Parce qu'automatiquement il y a comme un vous blessez au début il y a la croûte, mais après ça s'en va. Si le tissu a été totalement reconstitué, il n'est matov. Mais là ici on parle d'une croûte de sang. Alors la croûte de sang, tu ne vas pas pouvoir la détecter sur un tissu qui a un fond rouge. La paroi externe, elle est rougeâtre. Il se peut qu'il y ait un trou ici, qui est bouché avec une croûte. Cette croûte de sang, pour l'instant, ce n'est que un bouchon superficiel. Et ce bouchon superficiel n'est pas considéré comme étant une reconstitution du tissu. Il se pourrait qu'une bête s'est blessée de part en part avec un cots, Ouais. d'accord, que par la suite elle s'est réparée, donc les tissus sont reconstitués. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Là, il n'y aurait pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de trou. Mais lorsqu'il y a un trou et qui est juste bouché avec une tache de sang, avec une goutte de sang qui a coagulé, is not good. Une bête, elle pourrait taref à un moment de sa vie et redevenir cachère du fait qu'elle se... C'est un bon cardiologue, oui. Ça, c'est une très bonne question que vous posez. Alors, si on va d'après le Man de Hamar qui dit que la terefa, elle n'est pas cachère, c'est parce qu'elle n'est pas viable. Alors, en effet, vous avez raison, que quelque chose qui n'est pas durable, et elle peut guérir, donc il n'y a pas de raison de dire qu'elle va mourir. Nachon, puisqu'elle va guérir, donc elle ne va pas mourir. Or, la règle, selon notre Mishnah, rappelez-vous, c'est d'ailleurs ce que pense le Tana de notre Mishnah, il a dit Zehaklal, Kol she'en kamoa haya terefa. Toute bête qui ne peut pas survivre dans cet état, eh bien, elle est terefa. Donc, en effet, si ça peut guérir, donc elle ne sera pas terefa. Mais d'après celui qui dit que ça n'a pas de rapport avec la vie et la mort, même si la terefa est viable, tout de même, halakha le Moshe Sinaï, que ces organes, lorsqu'ils ont ce défaut qui a été présenté par le Moshe Rabbeinu, eh bien, en effet, elle est terefa, et la Torah nous dit Basar Basade terefa lotochelo. Ok. Alors maintenant, ça c'est l'enseignement de Oula. Même s'il y a eu un kotz dans le Véchet, pas de problème, on ne craint rien. C'est interne, Pourquoi ? Parce que c'est que la paroi interne qui a été atteinte et pas externe. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Vele'ula maishna misafek derusa. Qu'est-ce que ça veut dire maishna misafek derusa ?
On verra plus tard une mahloket entre Rav et Shmuel à propos de Safek Droussa. Lorsque nous avons un lion qui est rentré à l'intérieur de l'enclos où il y avait du gros bétail, n'est-ce pas? Alors maintenant, on se pose la question. Est-ce qu'il a attaqué les animaux? En général, il s'attaque à quoi? Au niveau du cou, n'est-ce pas? Donc il faut chercher maintenant, à chaque fois que tu vas faire la shahita de ce troupeau, il faut voir, peut-être que le lion est passé par là, et donc il a frappé, il a écrasé la bête, et donc elle est droussa. Ça fait que droussa. Regardez, regardez s'il vous plaît, Rashi, Maishna misafek droussa, des mishum, des al arié benayhu, comme un lion est rentré dans le troupeau, parmi le troupeau, Amrinan Shema Daras, on se pose la question, on dit peut-être qu'il a fait une drissa. Ou matzrichinan le bdika, et on fait une bdika, toutes ces bêtes là, ils ont besoin de bdika. Ve'acha, lo efshar le mivdeka, de nekev masheu be'or achitson shel veshet, lo minka. Donc là-bas, il y a une solution, c'est que quoi? Tu vas chercher. Si Béhémet, il a attaqué chaque bête, tu vas vérifier si elle a été frappée par le lion ou pas. Mais ici, quand tu as un kotz dans le véchette, ça ne sert à rien de faire bdika. C'est quoi la bdika que tu vas faire? Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il y a une tache de sang dans la paroi externe? Mais ce n'est pas détectable, puisque le fond est rouge. Toute la paroi, elle est rougeâtre. Donc, si là-bas tu dis qu'on est hoshesh, mais ça fait que des roussas, lorsqu'il y a un lion qui a pénétré l'enclos, on craint pour chaque bête que peut-être elle a été droussa et on exige une bédika. Là-bas, la bédika, elle sert à quelque chose. Mais ici, tu devrais craindre que le kotz, il a perforé la paroi externe. Mais ici, la bédika, elle servirait à rien. Donc, si elle servirait à rien, tu devrais considérer que la bête est terefa. Pourquoi Oula a dit que c'est kasher? La Gemara de répondre, Kassavar Oula en hosheshin lesafek droussa. C'est-à-dire que là-bas même, il y a une mahloket entre Rav ou Shmuel, à savoir, est-ce que nous craignons Behemet pour chaque bête, est-ce qu'elle a été frappée par le lion ou pas, ou bien on ne craint pas une chose pareille. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de raison de se prendre la tête. Alors Behemet Oula pense comme le man des Hamar qui là-bas a autorisé tout le troupeau et il dit on n'a même pas besoin de bdika. Je vous lis ici la raison pour laquelle Rav là-bas dit que c'est kasher, tout le troupeau est kasher. Ta'amo shel Rav ou mishum shema'midim et abehema behezkat she'ena drusa. והוא הדין בספק שמא נטרפה מחמת נקיבת הוושת, מעמידים את הבהמה בחזקת שאינה טרפה, ואומרים שלא ניקב הוושת, ואין צריך בדיקה כלל. Qu'est-ce que ça veut dire? Oula ne pense pas comme Shmuel. Il s'appuie plutôt sur l'opinion de Rav. Qu'est-ce que dit Rav là-bas à propos de Safek Droussa? Il dit chaque bête, tu as un Safek. Est-ce qu'elle a été attaquée par le lion ou pas? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un safek? Ha'amed behazaka kamaita. Tu dois considérer que la situation est restée inchangée. Comment elle était la bête avant? Elle était droussa? Non. Maintenant, tu as un safek. Est-ce que oui ou non le lion l'a frappé ou pas? Eh bien, dans un safek, tu vas d'après la hazaka antérieure. La situation antérieure, c'est qu'elle n'était pas droussa. Eh bien, Rav dit qu'elle est cachère parce que je présume qu'elle n'est pas droussa. Mais Shmuel dit que non. On a un safek parce qu'il y a une forte probabilité que le lion ne s'est pas abstenu, et donc il faut vérifier. Alors, qu'est-ce que pense Oula? Comme Rav. Maintenant, pareil, tu as un safek, est-ce que l'épine, le kotz, est-ce qu'il a perforé le véchet ou il n'a pas perforé? Alors, mi safek, qu'est-ce que tu dois dire? Il ne l'a pas perforé. C'était quoi la hazaka?
qu'elle n'était pas perforée, n'est pas nekouva. Eh bien, pourquoi tu vas te prendre la tête? Jusqu'à preuve du contraire, tu présumes que la situation est restée inchangée. Ce qu'on appelle Hazaka Kamaïta, la situation antérieure. Ok. La Gemara maintenant pose une autre question. Umaishna mishte hatichot ahad shel helev ve ahad shel shuman. Nous avons une règle. Quelqu'un qui, par exemple, a mangé un morceau de graisse, mais il ne sait pas si c'est de la graisse permise ou interdite. La graisse interdite, comment elle s'appelle? Helev. Permise, shuman. Il a devant lui 2 morceaux. Il croyait que les 2 morceaux, c'était du shuman, permis. Il en a mangé un. Il ne sait pas lequel. Il y a quelqu'un qui arrive, après qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu as mangé ce matin ?» Il dit « Ben, il y avait là-bas 2 morceaux de foie gras, 2 morceaux de helev, je me suis régalé avec ma biscotte. » Il lui a dit « Mais tu es fou, il y avait là-bas un morceau de helev. » Il lui dit « Bon, tu es sûr ?» Il dit « Mais je suis sûr et certain. » Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai mangé. J'en ai mangé un des 2. C'était quoi, helev ou shuman? Je ne sais pas. Ok. Ce qui est sûr, c'est que l'un des 2 morceaux était helev. Mais il ne sait pas ce qu'il a mangé. Dans ce cas, la Torah nous dit qu'il faut apporter korban hacham taloui. Hacham taloui, c'est fait exprès pour des averot qui sont passibles de karet bémézid, et donc korban hatat beshogeg. Mais un korban hatat, on l'apporte que si on avait commis l'infraction avec certitude, mais dans la mesure où c'est un safek, alors on n'apporte que hacham taloui. C'est le cas. Alors maintenant, la question de la Gemara, c'est pourquoi Roula ne compare pas les cas de la même façon que lorsque tu as un safek. Est-ce que tu as mangé helev ou shuman? Qu'est-ce que tu dis? Tu dois apporter korban hacham taloui parce que tu dis safek. Il y a peut-être du issou. Alors pourquoi est-ce qu'ici tu ne prends pas en considération le safek? Pourquoi est-ce que Roula dit que c'est sûr que c'est cachère? Comment c'est sûr que c'est cachère? Mais tu as un safek. Peut-être l'épine a transpercé le véchette, peut-être non. Alors, comment tu t'appuies sur une présomption en disant « Ouais, c'est sûr que c'est bon, c'est bon ». Il y a une différence. Là, il l'a mangé, et là, il n'a pas encore mangé. Fait qu'on ne voit pas qu'elle a transpercé, on ne peut pas voir. Donc c'est bien, ça fait. C'est une certitude. Je n'ai pas compris. La méthode en question, là, on est là. On est devant un cas concret. Elle est invérifiable. C'est invérifiable. Donc si elle est invérifiable, pourquoi tu es dans un cas que ça fait? Exactement comme pour le helev et shuman, c'est invérifiable. Donc, Alors pourquoi tu t'avoues? Dans le helev et shuman, c'est invérifiable, et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit apporter un korban hacham, parce qu'il a commis une infraction quand même, mais ça fait peut-être, et donc il faut apporter un korban pour se faire pardonner. Donc s'il faut se faire pardonner pour un safek, ça veut dire qu'un safek, c'est à prendre en considération. Comment est-ce qu'ici, il n'a pas pris cela en considération? Pourtant, là, c'est un safek invérifiable. Là, il a mangé, l'autre, il n'a pas encore mangé. Comment ça? Dans la graisse, Mais on lui permet de manger dans le véchette. Avec une épine, on lui dit, va, bêtez avon, cacher la méadrine. Là, il a déjà mangé, donc maintenant, il faut une capara pour ça. Là, avant, elle est cachère ou pas cachère, donc on lui trouve une solution. Quelle solution on a trouvé? Quelle solution qu'on lui a dit, bêtez avon? C'est ça la solution? Alors pourquoi on ne dirait pas bêtez avon aussi pour le helev et shuman? Là, il y a un safek. Là aussi, il y a un safek. Un safek invérifiable. Peut-être que l'épine a transpercé le véchette et tu ne peux pas savoir. Pourquoi on ne dirait pas que, comme on a dit au début de la Gemara, que Kadosh Baruch Hu, il l'a protégé s'il fait attention à ce qu'il mange? Comment ça? Mais non, pas des choses comme ça. Celui qui fait attention à ce qu'il mange, Kadosh Baruch Hu, il le protège de ce qu'il mange. Pourquoi on ne dirait pas? Ben non, Rataï, Kadosh Baruch Hu, il l'a protégé. C'est pas mal ça. Vous savez, vous avez vu ce qu'il a la question de Rabbi Nissim. On avait appris. Mais quand même, il faut lui répondre. Rabbi Nissim demande. On avait appris que En Akadosh Baruch Hu mevit takala al yedei tzadikim. Alors, supposons qu'il s'agisse maintenant d'un tzadik qui fait toujours très attention à Ashgachot. Il regarde 4 fois l'Ashgacha avant de prendre du rayon. Alors on parle maintenant d'un tzadik. Admettons qu'il soit super tzadik. Alors on va dire maintenant, puisque tu es super tzadik, alors
Akadosh Baruch Hu, il te protège, il te préserve de tout ce qui n'est pas cachère. Alors, ce que tu mets dans ta bouche, c'est forcément cachère. Alors maintenant, tu as ça fait. Qu'est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Mets dans ta bouche. Si ça passe, c'est que c'est bon. Si... Vous savez ce que vous me rappelez? Vous me rappelez celui qui allait toujours voir le Rav pour lui demander des questions de cachoute. Un jour, alors il présentait le poulet, le bœuf. Est-ce que le poumon cachère, pas cachère? Alors, pendant 6 mois, il s'est éclipsé, le bonhomme. Le Rav, après 6 mois, il revient avec des questions de cacheroute. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne t'ai pas vu pendant des mois. Il lui a dit, Rabbi, je me suis dit, je vais vous économiser votre temps et votre énergie. Au lieu de venir vous embêter, j'ai trouvé un système. C'est écrit dans la Torah, Bassar Bassade Terefa, la Kelev Tashlichunoto. La bête Terefa, vous l'envoyez au chien. Si le chien la mange, eh bien, ça veut dire qu'elle est Terefa. S'il ne mange pas, c'est que ça veut dire que ce n'est pas Terefa. C'est comme ça que j'ai compris le pasouk. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'allais et je lui donnais au chien et je voyais. Alors, il lui dit, alors pourquoi tu continues pas ton système? Pourquoi tu reviens me voir? Il a dit, mon chien, il est trop mahmir, il mange tout. On ne peut pas dire une chose pareille. Si ça passe par mon gosier, c'est que c'est cachère. La question se pose halachiquement parlant. Est-ce que c'est moutard ou assour? Alors là, je me pose la question de halakha. La question, elle est halachique. Alors la réponse, la Gemara nous dit, il y a une différence fondamentale entre les deux contextes. C'est-à-dire, hatam ithazak issura. C'est-à-dire, à propos de Safek Shuman, Safek Helev, pourquoi je dis qu'il est Hayav Korban Hacham Talouy? Je prends en considération le Safek, c'est parce que c'est sûr qu'il y a du Helev. L'un des deux morceaux est avec certitude interdit. Alors, on a une Hazaka du Issour. C'est pas sûr que moi j'ai fait l'action du Issour. Mais moi, j'ai fait une action qui correspond à une certitude d'hypothèse de Issour. Il y avait un morceau de Shuman, il y avait un morceau de Helev. Le Helev était là, avec certitude. Mais je ne sais pas lequel j'ai mangé. Par contre, ici, Bichlal, il n'y a même pas de base à la certitude. Ça veut dire que c'est un Safek qui n'est pas basé sur une certitude. Dans le sens où je vois l'épine plantée dans la paroi interne de l'œsophage. C'est-à-dire dans la paroi blanche. La paroi qui est rouge, je vois à l'heure qu'il est que l'épine n'est pas du tout plantée dans la paroi rouge. Je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, l'épine avait percé aussi la paroi rouge, oui ou non? Je me pose la question. Je n'ai aucune preuve que oui. Mais peut-être que oui, ça s'est passé, et puis après ça a reculé, et ensuite il y a une croûte de sang, et après, c'est invérifiable. Alors maintenant, tu te poses la question, est-ce que cette réalité a eu lieu, oui ou non? Est-ce que tu as eu un antécédent certain? Est-ce que tu as une certitude de l'antériorité? Non, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être oui, peut-être non. C'est un safek qui n'est pas basé sur une certitude. D'accord? Il y a deux hypothèses qui, tous les deux, sont incertaines. Là, je n'ai pas à prendre en considération cette éventualité. Pourquoi? Parce qu'au contraire, là, j'ai un safek qui est absolument équilibré. 50% de oui, 50% de non. Quand j'ai un safek, qu'est-ce que je fais? Je tranche en fonction de la hazaka antérieure. Avant cela, elle n'était pas nekouva. Eh bien, c'est cette hazaka qui l'emporte. Quand j'ai un safek, je vais selon la situation antérieure. Elle n'était pas nekouva, il n'y a pas de raison que je me prenne la tête maintenant. La Torah me dit, va d'après la hazaka, c'est bon. Oui. Pourquoi je ne dis pas comme on avait dit pour Cynthia avait dit, quand le trou est en haut et en bas, l'agitation des deux parois fait qu'on arrive en haut. Pourquoi je ne vais pas dire la même chose? Que l'agitation des deux parois fait que le côte doit automatiquement être à un moment donné bouger et aller transpercer le... C'est le genre de question auquel je dis, répondez vous-même. Ça ne change pas le problème. C'est le même Ça ne change pas le problème. Parce que le temps rouge, il est rouge. La route, elle a été, elle est partie, mais... Là, j'ai deux trous. Elle va partir. Pourquoi je dis pas que l'épine aussi de la même façon, elle va aller transpercer? Là, j'ai deux trous.
Là, je me pose la question, est-ce que ces trous-là vont se retrouver à un moment donné, l'un en face de l'autre ou pas? Alors, la probabilité est que, peut-être oui, peut-être non. Mais il y a une certitude comme pour la viande. Bravo. Tandis que, au niveau de l'épine, mais il n'y a rien qui me laisse penser que c'est passé de l'autre côté. D'accord, c'est-à-dire que j'ai aucune raison de dire que oui. Et le fait de s'appuyer sur le fait que la gymnastique du gosier, etc., ça, c'est pas une certitude que ça peut. On ne peut pas dire ça. On n'a pas de chazaka par rapport à ça. Dans le safek halachique, 50% de oui, 50% de non. Là, c'est la halakha qui tranche. C'est quoi la halakha? Chazaka. Mais lorsque le problème est technique, physique, est-ce que les deux trous se sont retrouvés l'un en face de l'autre? Oui ou non? Là, c'est plus la halakha qui l'emporte. Là, c'est physique. Le safek, eh bien, c'est un safek qui est important, qui est réel, et il faut le prendre en considération. La Gemara pose encore une question sur Oula. Et elle dit, quel est le din si un shohet, après la shrita, a trouvé que son sakin n'était pas goum? C'était pas bon. Hein. Ça dépend. Hein? Ça dépend. En général, il était bien au début. Et après, Il est- pas goum, c'est dans la shrita. Il était bien au début, Ouais. mais il n'est pas bien après. Ah, s'il a touché la colonne vertébrale, on dit c'est bon. Voilà, par exemple. Voilà. Il y a Alors- une raison pour savoir pourquoi c'est pas C'est bon. abîmé Mais pour s'il n'y ça. a Hein? aucune Ça fait que raison, si t'étais pas goum au moment de la shrita, ou s'il n'y a aucune raison, c'est pas bon. Eh bien, figurez-vous qu'il y a ici un safek de quoi? Que on ne sait pas à quel moment le sakin a été nifgam. À quel moment? Deux possibilités. Soit à la fin de la shrita, soit au début de la shrita. Comment au début de la shrita, le couteau peut devenir pagoum? Comment? Il a contre un os, je sais pas. L'os, c'est à la fin de la shrita. Ah, tu vois, Machma qu'il n'était pas goum avant. Il a vérifié avant, c'était bon. il a traché au début, il a collé sur le cartilage, il a fait. Alors attendez, il a fait d'abord l'œsophage. Normalement, il n'y a pas de raison que ce soit pas goum. Il se peut carrément avec la peau de la bête, déjà, Ah, la peau, ouais, on a oublié la peau. avec la peau de la bête, déjà, il a pris un coup. Une verrue, je sais pas, sur la peau. Elle avait- Exactement. Il pourrait y avoir toutes sortes d'aspérités qui pourraient faire que des verrues ou toutes sortes de choses qui peuvent faire que le couteau a été nifgam même au début de la shrita. Mais il peut y avoir une deuxième hypothèse, c'est que en fait au début de la shrita c'était plus que parfait. C'est à la fin de la shrita que ça a touché un os, ce qu'on appelle la mifreket, d'accord, et c'est à ce moment-là que c'est devenu pagoum. Dans ce cas-là, la bête devrait être cachère. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ashochet, besakin, venimtset, peguma. La halacha est que la bête est interdite. Pourquoi? Parce que nous disons que peut-être que le sakin était mauvais depuis le début d'Ashrita. Question. Quelle différence? Pourquoi est-ce qu'ici tu dis que la bête elle n'est pas cachère? À cause du safek. Et là tu dis que la bête est cachère malgré le safek. Réponse. Hatam itialid le'ereuta basakin. La réponse, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les deux contextes. Dans le cas du sakin, je vois actuellement que le sakin n'est pas goum. Là maintenant, tu as une certitude de nifgam. Seulement, tu te poses la question à partir de quand il nifgam? Depuis quand le sakin a été abîmé? La faille dans la lame du couteau, quand est-ce qu'elle est survenue? Au début de la shrita ou à la fin de la shrita? Je ne peux pas savoir. Une chose qui est sûre, c'est que le couteau a été défaillant. Le couteau, à un moment donné, est pas goum. Et je le vois maintenant. C'est clair, net et précis. La question est de savoir quand. Alors là, je dois être mahmir. Parce que la riouta, elle est devant mes yeux. Par contre, dans le cas de l'épine, dans la paroi interne de l'œsophage, tu n'as jamais vu la pointe dans la paroi externe. Seulement, tu te poses la question. Peut-être que oui, la pointe avait perforé aussi la paroi externe. Seulement, il y a une tache de sang qui a recouvert, et cette tache de sang, elle n'est pas vérifiable, elle n'est pas détectable à cause du tissu rougeâtre.
de la paroi externe, ou bien peut-être que jamais, au grand jamais, la pointe n'a perforé la paroi externe. Alors là, on te dit, t'as un safek. Tiens, ça fait qu'est-ce qu'on dit? Hazaka! Hazaka, que la situation est restée inchangée. Elle était cachère avant, elle est restée cachère après. Le safek ne va pas te déstabiliser la Hazaka. Ça, c'est la raison pour laquelle Oula dit que c'est cachère à propos de Kotz Baveshet. Il y a Shavlo Kotz Baveshet. Par contre, dans le cas de Sakin, le Sakin, tu vois pertinemment que ça a été un Sakin Pagoum. Mais seulement tu te poses la question, quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, pas cachère. Pas cachère. Encore. On aurait pu aller à la Kuna quand même. Comment? On aurait pu aller à la Kuna. C'est pour ça qu'il dit ce. Pourquoi? On peut dire que c'est à la fin. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un safek? La crotte de la mouche qui se On va. Justement, on va la revoir. Oui, parce que ici, c'est pour ça qu'on dit qu'on est mahmir. Moi, je dis pas, je regarde le couteau derrière, comme il était au début. Très bonne question. Ça, on le dit quand on a un safek qui reste safek. Mais là, le safek n'est pas resté safek. Là, c'est sûr que le sakin n'était pas bon. À quel moment il n'était pas bon? Itialid Re'outa. Comme Re'outa, ça veut dire une faille, une défaillance. Ou Maishna misafektum abirshut ayachid isfekotame. La Gemara pose la question, elle dit encore, je ne comprends pas Oula qui a été aussi tolérant. Pourtant, il connaît bien la règle. Lorsqu'on a un safek tum'a birshut ayachid, par exemple, j'avais une terouma, nachon, j'ai fait rentrer la terouma dans un reshut ayachid, je l'ai posée ici. Après ça, je retrouve un reptile mort à côté de cette terouma. Est-ce que la terouma que j'ai posée ici, je l'ai posée à côté du reptile mort ou pas? Ou bien un homme qui était en train de s'habiller ici dans l'obscurité, dans un reshut ayachid, et après, il ne sait pas si pendant son mouvement, il a touché le reptile mort ou pas. Il voit que juste à côté de lui, il avait un reptile mort. Est-ce qu'il est devenu tamé ou pas? Alors on dit comme ça. Safek tum'a birshut ayachid tamé. Alors, pourquoi est-ce que Roula a été tellement tolérant? Il devrait dire Safek trefa assour. Comme tu dis Safek tum'a birshut ayachid tamé. La Gemara dit, ah bon, tu trouves que ça c'est une question? Elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Ul ta'mir, nidamier, les safek tum'a birshut arabim, les sfekotahor. Et la hatam, ilchet agemire la misota, c'est-à-dire, la Gemara dit, mais on connaît aussi le pendant de cette halacha. De la même façon que safek tum'a birshut ayachid tamé, également safek tum'a birshut arabim tahor. What is it? Si quelqu'un, par exemple, a eu le même safek, est-ce qu'il a touché le reptile mort dans le reshut arabim? Ma'adin, tahor. C'est quoi cette halakha? Un jour, safek tum'a tamé, un jour, safek tum'a tahor. Alors pourquoi biyachid c'est tamé, reshut arabim c'est tahor? C'est que là, c'est vraiment un chidouche de halakha extraordinaire que l'on appelle gezerat hakatuv. La Torah nous dit que la tum'a, on le déduit de sota. Safek tum'a, on l'apprend de la sota. Qu'est-ce que c'est qu'une sota? C'est une femme qui est soupçonnée par son mari de l'avoir trompée, d'avoir commis un adultère. Au cas où le mari a remarqué que cette femme avait des relations avec un homme, c'est-à-dire qu'il a senti qu'il a vu qu'elle était en isolement avec lui, alors il lui a dit attention, gare à toi, si la prochaine fois tu te retrouves avec lui. Cette femme n'a pas pris en considération l'avertissement et elle a été à nouveau en isolement avec cet homme. Ce qu'on appelle kinouille. Et après le kinouille, il y a eu stira. Eh bien, désormais, cette femme, elle est considérée comme interdite. Venitma'a. Elle est interdite à son mari jusqu'à vérification. Comment on va vérifier? Il va l'accompagner au Beth Amikdash, il va l'abreuver de Maïm Am Harerim, soit elle avoue avant, et donc il lui donne le guet, soit elle n'avoue pas, il faut laisser les eaux
tester, vérifier. Soit elle a réussi son test, et dans ce cas-là, Veniketa Venizrea Zara, même si elle était stérile, elle aura des enfants, même si elle avait des enfants difficilement, elle les aurait facilement. S'ils naissaient handicapés ou laids, ils allaient naître beaux et parfaits. Veniketa Venizrea Zara. S'il vous plaît, il ne fallait pas un deuxième avertissement? Non, un seul avertissement. Il fallait un deuxième isolement. Un deuxième isolement. Isolement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la Torah nous a dit à propos de cette sota qu'elle est tméa, c'est-à-dire qu'elle est interdite à son mari, c'était misafek. Évidemment. La sota, on ne sait pas si elle avait vraiment fait l'acte. Ok, elle s'est isolée avec cet homme, mais est-ce que tu es prophète pour savoir s'ils ont été jusqu'au bout? Peut-être pas. Peut-être qu'ils se sont touchés, mais pas, ils n'ont pas fait la ravera elle-même. Alors, pourquoi la Torah dit Venitma'a en attendant elle est tméa à son mari? Ça veut dire que la Torah a considéré que Missafek, elle est tméa. Donc, Tum'a Missafek. Le fait que la Torah, elle a parlé Venitma'a, elle n'a pas parlé de Issour, elle a parlé de Tum'a. C'est pour comparer la Tum'a à la Sota. De la même façon que pour la Sota. Tu dis Safek Sota, Birshut Yahid, elle est interdite. Ainsi, Safek Tum'a Birshut Yahid, c'est tamé. Et qu'est-ce que c'est que Reshut Yahid? C'est un endroit clos, un endroit où on ne voit pas ce qui se passe. Il n'y a pas de regard extérieur, de regard provenant de l'extérieur. Ils sont tous seuls dans une chambre. À partir du moment où il y a 3 personnes, ils ne sont plus en Yihoud. Nachon, s'il y a quelqu'un qui peut voir. Pareil, Reshut Arabim, c'est à partir du moment où il y a 3 personnes. On est dans un endroit où il y a du passage. Le Reshut Arabim, c'est un endroit où il y a du passage. Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Pourquoi? Parce que le Reshut Arabim n'est pas un lieu de stira, n'est pas un makom où la femme peut s'isoler avec un homme. Puisque ce n'est pas un endroit où la femme peut s'isoler avec un homme, eh bien pareil pour la Tum'a, ça fait que Tum'a Birshut Arabim Tahor. Mais ça fait que Tum'a Birshut Yahid Tameh, parce que c'est un lieu d'isolement. Alors écoutez, il lui dit, alors comment tu veux comparer l'incomparable? Il n'y a aucune commune mesure entre le din de Terefa, Safek Terefa, par rapport au kotz dans le véchet, l'épine dans l'œsophage, et Safek Tum'a Birshut Yahid. La preuve, c'est que Safek Tum'a Birshut Arabim Tahor. Alors pourquoi tu n'as pas posé cette question? Parce que tu as compris qu'il n'y a rien de comparable avec la sota. Eh bien pareil, il ne compare pas non plus Safek Tum'a Birshut Yahid Tameh, qui également est déduit du din de la sota. Ok, maintenant la Gemara continue toujours par rapport au développement de l'enseignement de Oula. Pardon? C'est mnémotechnique, Vechuta Rabim, Tahor, aussi bien la femme, ils ont pris la sota pour que ce soit mnémotechnique? Non, c'est que la Torah veut que l'on compare les dinim de Tum'a aux dinim de la sota. C'est la raison pour laquelle elle a employé le verbe venitma'a à propos de la sota, pour que tu compares les dinim de Tum'a aux dinim de la sota. Yativ Aoumer Rabanan Kamed Rav Kahana Yativ Kahama Nimtzet Itmar Aval Yashav Haishinan Amar Lehu Rav Kahana Lotetzai Tule Yashav Itmar Aval Nimtzet Lo Itztarich Leleula Dekulehu Heve Bariyata Kotse Achlan. Il y avait un Talmid Chacham, un élève qui était assis devant Rav Kahana et il a dit, vous savez que Oula, quand il a dit qu'on a le droit de manger la bête, même si on a trouvé une épine dans l'œsophage, il s'agit simplement de Nimtzet. On a trouvé l'épine dans l'œsophage, mais pas Yashav lo baveshet. Il ne s'agit pas d'une épine plantée dans la paroi interne de l'œsophage. On parle simplement d'une épine posée. Ça veut dire que la bête, elle a mangé des épines, et les épines sont posées. Alors là, tu ne te poses pas de questions, et tu dis que la bête, elle est cachère. Ça, c'est le hiddouche de Oula. Mais dans l'hypothèse où l'épine, elle est plantée,
dans la paroi On interne, n'a pas parlé. même s'il n'a pas percé l'œsophage, je dis que c'est assourd. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il avait transpercé et que maintenant tu ne peux pas vérifier. On a fait la khumra. Il a été mahmir. Là, Rav Kahana, le maître Rav Kahana, immédiatement a réagi en disant c'est faux. Lotetsaïtoulé, ne l'écoutez pas. C'est une fausse version. Yashav lo itmar. Oula, quand il a autorisé même une épine plantée dans l'œsophage. Pourquoi? Parce que si c'était juste posé dans l'œsophage, Je me pose la question. eh bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de oula pour dire que c'est permis. Pourquoi? Il y a personne qui- Car on le sait que tous les animaux mangent aussi des épines. Entre autres, dans les plantes qu'ils mangent, ils ne font pas de borer ochel mitor psolète. Ils vont pas aller maintenant vérifier qu'est-ce qu'ils mangent. Ils vont brouter de l'herbe. Il y a dedans des épines. Eh bien, ils mangent aussi les orties, ils mangent aussi les épines sans distinction. Donc ça, c'est évident que les animaux, puisqu'on a le droit de les manger, c'est cachère. Et on ne se pose pas la question s'ils ont avalé des épines ou pas. Bien qu'en général, les hayot bariata, c'est-à-dire les animaux qui se trouvent à l'extérieur, ils mangent de tout. Et pourtant, c'est cachère. Donc ça, c'est une évidence. On n'a pas besoin de Oula pour nous enseigner cette évidence. Si Oula a enseigné à Hidouche, c'est de nous dire que même si l'épine, même si le côte est planté dans la paroi interne du Véchet, c'est cachère. Ok, on a terminé avec ce Hidouche de Oula. Et maintenant, passons à autre chose, mais toujours à propos du Véchet. Itmar. Turbatz ha-Véchet. Rav Amar Bemasheu ou Shmuel Amar Berubo. Qu'est-ce que c'est que Turbatz ha-Véchet? Turbatz ha-Véchet, la traduction en araméen de Hatzer, c'est Turbatz. Le Hatzer du Véchet, c'est-à-dire le gosier, puisque l'œsophage va être le canal qui va relier les entrailles, l'appareil digestif de la bête, avec la bouche. Entre la bouche et l'appareil digestif, on a ce canal qui est l'œsophage. Mais il y a, au niveau du point de jonction entre la bouche et l'œsophage, il y a ce qu'on appelle le gosier. Le gosier, c'est Turbatz ha-Véchet. Là-bas, maintenant, la Gemara va chercher à savoir quel est le shi'ur du nekev qui pourrait rendre la bête terefa. On avait déjà vu à maintes reprises qu'il y a une différence fondamentale entre le Véchet et le cané. Cané, par exemple, la trachée, qui est le conduit de l'air, eh bien, pour que ce soit terefa, il faut qu'elle se soit blessée et que le cané a été fendu jusqu'à combien? 51. Jusqu'à la majorité. 51% de l'épaisseur du canet. Là, on dit que la bête, elle est tréfa. Mais jusqu'à 50%, c'est tolérable. Elle est encore cachère. Ce qui n'est pas le cas du Véchet. Car l'œsophage, avec le moins de petits trous, Nikav, Kol Shehu, Gamarnu. Il veut savoir C'est le trou, combien il fait. et même le plus petit qui existe. Ça, c'est sûr que elle est tréfa. Alors maintenant, la question se pose. Ça, c'est bien pour l'œsophage. Mais qu'en est-il du gosier? Le Turbatz. Le Turbatz ha-Véchet. Est-ce que là-bas, on a le même shi'ur que Véchet, c'est-à-dire Masheu, dès qu'il y a le moins de petits trous, avec une épine ou n'importe quoi, la bête elle est tréfa, ou bien Turbatz ha-Véchet, c'est plutôt comme le canet, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit déchiré le rov. Elle a fait passer sa tête par le grillage, par la glanure, il y avait là-bas un barbelé, et elle s'est déchiquetée le Turbatz ha-Véchet. Eh bien, si je dis, par exemple, le Turbatz ha-Véchet, c'est comme le canet, jusqu'à 50%, c'est bon. Il faut qu'il y ait 51% de déchirure du Turbatz ha-Véchet pour qu'elle soit très fin. C'est à quel niveau? C'est au niveau du gosier. C'est le gosier, c'est le point de jonction entre la bouche et l'œsophage. L'œsophage, il monte, jusqu'où?
jusqu'au col de la bouche, n'est-ce pas? Là-bas, il s'élargit un peu plus au niveau du gosier. Cette extension au niveau du gosier, ça s'appelle le Tourbatz Avéchet. Quand on dit qu'il serait tendu, c'est à quel niveau du gosier? C'est l'épaisseur du cylindre, c'est la circonférence, le contour du cylindre. Quand vous prenez un canet, par exemple, on avait dit que jusqu'à 51% de déchirure, de rupture, c'est encore bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, comme j'ai expliqué, imaginons, il y avait quelque chose, un objet saillant, elle a fait rentrer sa tête là-dedans, et elle s'est déchiré le canet. D'accord? Alors, cachère ou pas cachère? Eh bien, à toi de regarder combien, dans la circonférence du canet, il y a eu une rupture, il y a eu une déchirure. Eh bien, jusqu'à 50%, c'est tolérable, 51%, c'est tréfa. L'œsophage, on a déjà dit que Nekev Kolchehu, c'est tréfa. Mais Mahadin maintenant, du Tourbatz Avéchet. C'est un carrefour. Le gosier, c'est le carrefour. Alors, c'est considéré comme l'air ou considéré comme le véchet? C'est le rond-point. On peut pas s'y rendre dans les 18 Justement, on veut savoir est-ce qu'il est assimilé au véchet ou pas. C'est ça, puisque c'est un carrefour. Quel est votre problème? Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que c'est dans la... On a parlé de 18 points. Sorti les 18 points, c'est le combat, c'est le combat. Très bien. Alors, c'est une très très bonne question, bravo. Alors ça, c'est vrai d'après Rabbi Ishmael. Là, Rabbi Ishmael avait dit 18 tréfot. Nahon. Mais notre Tana, nous, qu'est-ce qu'il nous a dit? À partir du moment où elle est atteinte au niveau de sa vitalité, ça veut dire qu'elle ne pourra plus survivre, Gamarnou. Alors maintenant, au niveau du Tourbatz Avéchet, elle peut survivre? Alors, ou pas? Qu'est-ce qu'on considère maintenant? C'est pourquoi ça fait partie des 18, hein? Pourquoi Alors, ça fait partie des 18 hein? Puisque tu considères où c'est le véchet, ou c'est la trachée. Si c'est le véchet, c'est un truc, c'est sûr que ce n'est pas... Alors, c'est véchet ou c'est pas véchet? Mais c'est ça le problème, il y a deux avis. Un qui pense que c'est le véchet, un qui pense que c'est la trachée. Le tourbat, ça fait partie du véchet. Le véchet, c'est un ensemble. Non, c'est pas, ça fait ou partie de là, ou partie de là. Je suis un carrefour aérodigestif. Rabbi Moshe, si ça fait partie du véchet, c'est facile. Si ça, de ce côté-là, c'est facile. La réponse à votre question est facile. Mais moi, j'ai voulu vous répondre même par rapport à l'autre facette de votre question. Dans votre question, il y a deux possibilités. Soit on dit que c'est machéou, ça veut dire que c'est une continuité du véchet. Alors la réponse, elle est facile. C'est très fort parce que ça s'appelle véchet. C'est facile. Mais votre question est bonne dans l'hypothèse où ce n'est pas considéré véchet. Et là, je ne dirais pas que c'est machéou. On va voir tout de suite. C'est une mahloket. Est-ce que c'est machéou ou rov? Si on dit que c'est rov, alors votre question, elle est bonne. À savoir dans quel cadre ça rentre. Puisque ça ne fait pas partie des 18 qu'on avait cités, alors dans quel cadre ça rentre? Puisque tu me dis que c'est rov. Alors on peut dire deux choses. Soit que c'est d'après le Tana qui est le nôtre, qui disait que dès le moment où la bête est menacée de mort, la bête elle peut mourir, donc ça s'appelle qu'elle est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, de ce fait elle est tréfa. C'est la règle que la Mishnah nous a donnée. Kol she'en kemota haya terefa. Donc on peut expliquer la question de cette manière, la discussion, le débat. Soit ça fait partie du véchet, mais dans cette partie-là, elle est encore viable, même avec un petit trou, il faut qu'elle ait plus que ça. Il faut qu'elle ait le rov, pour que ce soit une vraie atteinte. Alors lisons la Gemara. Itmar, Turbat Saveshet, Rav Amar, Bemashehu, Shmuel Amar, Berubo. C'est la mahloket entre Rav et Shmuel. Pour Rav, il n'y a pas de différence entre Turbat Saveshet et Veshet. C'est la même chose. Et donc elle est tréfa, filou, avec un Nekev Mashehu. Shmuel Amar, Berubo. Shmuel dit non. Ce n'est que dans le cas où elle s'est blessée et que le rov de la circonférence du Veshet, du Turbat Saveshet, a été atteint. C'est rov ou plus que le rov? Rov. Non, parce que si on considère que c'est comme le canet,
C'est Rov. Rov plus quelque chose. Mais non. Donc, Marc Loquette alors. Hein Vous avez oublié. 51, on a dit. 51, là, elle est très fa. Ah oui, oui. Mais c'est ça que, donc il considère que c'est comme le canet. Comme ah, le- c'est tout. Donc là, il y a une Marc Loquette. Voilà. Hein? Là, il y a une Marc Loquette. Tu vas chercher bien à 14h. C'est simple comme bonjour. Non, c'est pas simple comme bonjour. Ah, c'est plus que bonjour. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que vous dites, c'est le canet. Le Rov qu'on a trouvé, c'est par rapport au canet. Mais la Mishnah n'a jamais parlé du Tourbat Savechet. Tourbat Savechet, c'est le conduit de l'aliment. Le canet, c'est le conduit de l'air. De la... Est-ce qu'ils sont séparés? Ah, bien sûr qu'ils sont séparés. Évidemment, on ne respire jamais par l'œsophage. On respire par la C'est trachée. avant, c'est avant. ça. Non. Pas ça? Ce gosier, il est avant. Est-ce qu'à partir de là, il y a le truc et le truc, tu vois Oui, non, mais c'est l'œsophage qui s'étend. C'est l'œsophage qui c'est s'étend. pas un truc. On est avant la gueule. Tu sais pas. Ah non, j'ai jamais vu des poules, moi. Je joue pas avec les poules, hein. Ah non, mais ça On est va. avant, on est avant le. Ils ont jamais vu rien du tout, ils vont te raconter ce que c'est. Vous avez l'échographie pour la Guaranida. Non, mais il veut considérer Vous avez l'échographie avant qu'on la connaisse. Ce n'est pas seulement pour l'OVH. Il a dit que ça fait partie avant Ah bon, l'un des deux Tu vois ce que organes. tu rejoins. Il serait donc un organe supérieur aux deux. Aux deux. J'entends ce que vous dites. mais c'est pas J'entends ça. ce que vous Il a dites. dit, il a pas- c'est après le truc. C'est après le sauvage. C'est après le sauvage. Voilà. Alors maintenant, la marloquette entre Rav ou Shmuel est de savoir, est-ce que le Nekev dans le Tourbat Savechet, il faut qu'il soit de Machéou, et il faut qu'il soit Beroubo pour qu'elle soit Tréfa, ou bien même Nekev Machéou. La Gemara pose la question, elle dit Heiniou Tourbat Savechet. Où se situe exactement le Tourbat Savechet? Amar Mari Bar Mar Ukva Mar Shmuel, Kol Shechotro Marhiv, Zeu Tourbat Savechet. Chotro Veromet Bimkomo, Zeu Veshet Atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Veshet est long, n'est-ce pas? L'œsophage, c'est un long canal. Ce tuyau-là, il a 3 niveaux. Il y a le haut, le milieu et le bas. Au milieu, quand tu coupes, tu vois que le cylindre, après l'avoir coupé, il n'a pas bougé, sa taille est restée intacte. En bas, il se rétracte. Quand je coupe, immédiatement, il se resserre, devient compact, et tu vois que le trou devient étroit. C'est la nature élastique du véchette. C'est que en bas, lorsqu'on arrive à la cage thoracique, quand tu coupes, il se contracte. Et en haut, au niveau du gosier, quand tu coupes là-bas, c'est le contraire. Ça s'élargit comme un sac. Que tu ouvres un sac comme ça. Alors, c'est 3 niveaux. Qu'est-ce que tu appelles Tourbat Savechet et qu'est-ce que tu appelles Véchet? Regardez ce que nous donne comme définition pour situer exactement l'emplacement du Tourbat Savechet. Amar Mari Bar Ukva, Amar Mari Bar Mar Ukva, Amar Shemuel, Kol Shechotro Marhiv, Zeu Tourbat Savechet, Chotro Ve'omed Bimkomo, Zeu Veshet Atzmo. Si lorsque tu coupes, ça ne bouge pas, ça reste intact, c'est ce qu'on appelle le Véchet. Si en coupant, tu vois que ça s'étend, ça s'élargit, c'est ce qu'on appelle Tourbat Savechet. Et donc si c'est Tourbat Savechet, quel est le din s'il y a un petit trou? Mahadin, Mahloket, selon Rav, nous, Machéou, comme le Véchet lui-même, selon Shmuel, majorité, Roubo. Alors maintenant, Marléou Rav Papi, Morlo Amarachi, Umano Rav Bibi Barabaye, et la Kol Shechotro Veromet Bimkomo, Zeu Tourbat Savechet, et la Zeu Veshet Atzmo, Kol Shechotro Vekavitz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit pas du tout. Le Tourbat Savechet est beaucoup plus long en profondeur. Ça veut dire que ça commence depuis la bouche, c'est-à-dire depuis l'endroit qui est relié au lehi, comme dit Rashi, au mâchoire, et ça descend, et ça va jusqu'où? Ça inclut même l'endroit
qui est Omed Bimkomo. Même ça s'appelle Tourbat Saveshet. Et qu'est-ce qui s'appelle Veshet Mamash? Le din de Veshet Nikaf Bemasheu, plus bas encore. C'est là où quand tu coupes, ça se rétracte. Yona Amar Zera Mavlata. Qu'est-ce que ça veut dire? Yona Amar Zera Mavlata. Qui veut me traduire cette phrase? Yona Amar Zera Mavlata. Quelqu'un veut essayer de traduire? Hein? Zera. Hein? Qui veut me traduire ces mots-là? C'est une Yona. C'est la colombe. Alors la colombe n'est pas comme les autres. La colombe. Écoutez la devinette. Yona Amar, il y a deux pirouchim. Yona Amar Zera Mavlata. Il y a un pirouche qui dit que Yona, c'est le nom d'un rave qui s'appelait Rabbi Yona. Ouais, mais ça, c'est la Kabbalah. Comme Yona, oui, le prophète Yona. Et pourquoi la première Rabbi, à ce point-là, il est connu? Connu. Ouais. Yona Amar Zera. C'est qui Zera? C'est qui? Et il parle au nom de Rabbi Zera. Mais comme c'était son contemporain, il n'appelle pas Rabbi Zera. C'est son ami. Yona Amar Zera Mavlata. C'est quoi Mavlata? C'est l'endroit de Betablia, le gosier. C'est ce qui est le plus proche du Lehi. Ce qui est le plus proche du Lehi. Tandis qu'un autre pirouche, c'est pas Yona dans ce pirouche-là. Yona, c'est une colombe. Dans la colombe, c'est différent. Dans la colombe, tu veux savoir où se situe exactement le Tourbat Saveshet. C'est dans l'endroit qui est le plus proche de la bouche. C'est là où se situe le gosier. C'est là où elle ingurgite l'aliment. Donc, elle mange avec la bouche et tout de suite, ça passe au gosier. Mavlata, là où elle est bolat, c'est ça ce qu'on appelle Tourbat Saveshet, dans la Yona. Alors, est-ce que Yona, c'est le nom d'un Hacham? Et d'ailleurs, selon certaines versions, ils corrigent, ils mettent Rabbi Yona et Rabbi Zera. D'accord? Alors, Yona, au nom de Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le Tourbat Saveshet, c'est juste l'emplacement, c'est l'endroit qui est le plus élevé, tout proche de la bouche. La gorge, dans le gosier, non, le gosier qui est en haut, proche de la bouche. Mais toute la gorge, c'est le Veshet. C'est le Betablia alors. Le Betablia, pour lui, c'est ça tout. Veyesh mefarshim chez Yona, enoshem hacham, et la kavana le off Yona. Les fizé, enzu de ashlishit, les inyan makom turbat saveshet babehema, et la rabbi zera melamed, chez be'of katan kayona, turbat saveshet, kolel, raket makom ablia. D'après ce pirouche, il n'y a pas de marloquette ici. D'après ce pirouche, on parle d'une colombe. Et on vient te dire que la colombe, c'est différent des behemoths. C'est plus haut. Où se situe le Tourbat Saveshet? C'est uniquement dans le Betablia qui se trouve ma mâche proche de la mâchoire. Avant, on avait parlé des behemoths. La vache. Qu'est-ce que ça allait m'apprendre de moi par rapport au... C'est complètement différent. Il n'y a pas du gosier, il n'y a pas de gésier, il n'y a pas de... Il y a des ophages, Pourquoi il n'y a pas de gosier? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de gosier? Il n'y a pas de gosier chez les... Ouais, il y a tout ça. Hein? Il y a tout. Qu'est-ce que ça veut dire un gosier? Le gosier, c'est ce qui permet, par exemple, on a dit, peut-être de changer, de rugir par rapport à un animal. Non. En plus de la... Non. Ça, c'est égosiller. Moi, je parle du gosier. Le gosier, c'est l'endroit qui est le plus large au niveau de l'œsophage. Lorsqu'on va manger, que Shborou nous a permis, figurez-vous d'ailleurs, incroyable. Vous savez qu'il y a une notion de nivlat of tahor, metame bebetablia. Et quel est le shi'ur de betablia? Combien on peut faire entrer de volume d'aliments dans le betablia? Vous savez combien? Kabetza. On peut faire entrer un œuf entier
dans le gosier. Ça veut dire que... Non, la halakha est que un oiseau, quand c'est un cadavre d'une bête, vous touchez la bête, vous devenez tamé. Vous soulevez la bête même sans la toucher, par exemple dans un sac, vous devenez tamé. Ce qu'on appelle metamé bemaga ou massa. Ça c'est nivlat behema. Mais nivlat of tahor, un of qui est tahor, par exemple, un poulet, un pigeon, tout ce qui est cachère, un canard, une oie, quand ils sont morts, un cadavre, vous touchez, c'est pas métamé. D'accord? Mais si vous mangez la nevela d'un of tahor ça veut dire un of qui est cachère à la consommation. Si vous mangez de son cadavre, qui est assourd, on n'a pas le droit de manger. Mais si vous l'avez mangé, votre corps devient tamé. Même les vêtements que vous portez deviendront tamés. Pourquoi? Parce que vous avez mangé, et c'est métamé bébétablira. Mais combien il faut manger pour que ce soit métamé? Kabetza, qui est le shirour de Mikol ha'ochel asher ye'achel. C'est juste pour vous dire que le gosier est plus large que le véchet lui-même, que l'œsophage. Ok. Alors maintenant, donc c'était ça le petit spitz. Yona marzera mavlat. Vekama amar Rav Ivya pachot mise'arta ve'adif mihiteta. C'est incroyable. Quand il lui a dit, tu peux me dire quelle est la longueur au niveau du bétabli'a de la colombe. Tu m'as dit que c'est le gosier qui est proche de la bouche, n'est-ce pas, des mâchoires. Je voudrais savoir, tu peux me donner exactement la longueur, la profondeur, jusqu'où ça va? Je peux dire, le gosier il descend jusqu'où? Il lui dit, écoute-moi bien, depuis les mâchoires, tu comptes exactement le shirour de la longueur, non pas d'un grain de blé, non pas d'un grain d'orge, mais la taille qui est entre les deux, intermédiaire. C'est-à-dire, un grain d'orge est plus long qu'un grain de blé. Alors sache que le bétabli'a de la Yona, il est un peu plus long que le grain de blé qui est petit, et un peu plus petit que le grain d'orge qui est grand. Alors, prends un grain de blé, mets-le à côté d'un grain d'orge. Tu vois qui est plus grand? Le grain d'orge plus grand que le grain de blé. Il est plus grand de combien de millimètres? On va dire de 2 millimètres. Alors, la profondeur du Turbat Savechet, du Yona, c'est exactement comme un grain de blé plus 1 millimètre. Ou un grain d'orge moins 1 millimètre. C'est incompréhensible ça. Allez. C'est la longueur après le... La profondeur. La profondeur. C'est ça. Moins que ça, c'est Véchette. Plus bas que ça, c'est Véchette. Sur le Yona. Hein. Mais ça, tu considères... Yona, que pour Yona. Attends, tu considères la bouche... Non. À partir du début du gosier, voilà, ouais. et qui descend en profondeur jusqu'où les oreilles. Combien de blé? Alors c'est vrai que là, on nous a donné une règle qui est beaucoup plus simple. On te dit là où tu coupes, que ça s'étend, c'est Turbat Savechet. Là où tu coupes, que ça reste intact, c'est Véchet. Pour les autres oiseaux aussi. Comment? Alors ça c'est Yona. Là on n'a parlé que de Yona. Yona Matzah Bovan Noach. Les oiseaux apparemment ça doit être comme les béhémotes. Comme les béhémotes. Béhémotes et oiseaux, à tout, à col. La Gemara raconte une histoire. Haout Torah, il y avait un taureau, un bœuf, des Haval libne Rav Ukva, des Atril Beshchita Beturbat Savechet, des Gamar Bavechet. C'est-à-dire que ce taureau, il appartenait aux enfants de Rav Ukva. On a amené ça, il lui a fait la shrita, et quand il a fait la shrita, il a dévié. Il a commencé la shrita dans Turbat Savechet, et après il a dévié, et il a continué dans le Véchet. Donc il est mal commencé. Non, qui vous a dit que c'est... Rega Baba. Atril ba shrita be Turbat Savechet, vegamar ba Véchet. Il a commencé dans le Turbat, il a terminé dans le Véchet. Amar Rava... Vous savez que je crois que j'ai sauté tout là-haut, 2 lignes. Bon, on va voir ça tout à l'heure, parce que de toute façon, on va reprendre ça, mais je crois que je n'ai pas expliqué ça avant. Mais on va voir ça tout de suite. Regardez le psak de Rava. Rava va dire que cette bête, elle est taref. Amar Rava, Ramina ale humre de Rav et humre de Shmuel. Ve tarif nale. Rava dit, pour moi, cette bête, elle est terefa. Il a dit aux enfants de Rav Ukva, vous jetez ça au chien. C'est taref.
Pourquoi? Il dit, moi je vous mets la Humra de Rav et de Shmuel. Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire la Humra de Rav ou Shmuel? Et je crois que c'est ça ce que je n'ai pas expliqué précédemment. Quand Rav disait Bemachéhu et Shmuel disait Berubo, vous vous rappelez de cette marloquette? Est-ce que dans Tourbat Savechet, juste un trou, une épine qu'on a fait rentrer dans le Tourbat Savechet, ça la rend taref comme dans le Véchet, ou bien est-ce que c'est comme le Canet et nous disons Berubo? Mais je ne vous ai pas dit pourquoi Rav disait Bemachéhu et pourquoi Shmuel disait Berubo. Ça, je ne l'ai pas dit. Ça, on a sauté. La Gemara explique là-haut que d'après Rav, le Tourbat Savechet égale Véchet. Et de la même façon que quand il y a un trou dans le Véchet, c'est Taref, un trou dans le Tourbat Savechet, c'est Taref. Mais attention, de cette Humra, il en découle une Kula. C'est quoi? C'est que si le Shochet a mis le couteau dans le Tourbat Savechet, il a coupé le Tourbat Savechet, c'est une bonne Shrita. C'est considéré comme le Véchet. C'est considéré Véchet. Voilà. Alors Véchet, ben la Humra, ben la Kula. D'accord. Humra, c'est que Nekev Bemachéhu, Taref. Kula, que s'il a fait toute la Shrita dans le Tourbat Savechet, c'est comme s'il a fait dans le Véchet, c'est bon. Voilà. Maintenant, d'après Shmuel qui a dit que Berubo, pourquoi il dit Berubo? Parce qu'il dit que Tourbat Savechet, ce n'est pas un Véchet. Ça n'a pas du tout le statut de Véchet. Véchet, Nekev ba Véchet, Bemachéhu. Nekev, dans le Tourbat Savechet, c'est pas Machou, c'est Berubo. Pourquoi? Parce que ça n'a pas le statut de Véchet. Et si ça n'a pas le statut de Véchet, si tu as fait la Shrita dans le Tourbat Savechet, tu n'as pas fait une bonne Shrita, tu as fait une Shrita où? Dans l'emplacement du Tourbat Savechet. Mais c'est pas le Véchet. La Torah te demande de faire la Shrita au niveau des Simanim, soit Véchet, soit Canet. Mais là, tu es monté au Tourbat Savechet. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Mais c'est pas un endroit de Shrita. Tu as fait une Shrita au niveau du Tourbat Savechet, c'est comme si tu as coupé la bête en deux. Ça sert à quelque chose? C'est très fa. C'est Nevela. Rega. On a compris ça? Ouais. Qu'est-ce que dit Shmuel? Que le Tourbat Savechet n'est pas un emplacement approprié à la Shrita. Point à la ligne. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel? Kula ou Humra? Voilà, Shrita. Alors ça dépend. Pour la Shrita, Humra. Et pour un trou, c'est bon. Kula, parce que lui, il tolère le trou jusqu'à combien? Jusqu'à la majorité du Tourbat. Très bien. Alors, donc les deux, ils ont une Humra et une Kula. Rav, il est plus mahmir au niveau du trou, mais il est plus mekil au niveau de la Shrita. Il dit que c'est un bon emplacement pour la Shrita. Shmuel, le contraire. Il dit ce n'est pas un emplacement de Shrita. Si tu as fait la Shrita là-bas, c'est pas bon, Nevela. Mais d'autre part, il est plus tolérant par rapport au trou. Il dit on peut tolérer des trous jusqu'à Roubo. Très bien. Écoutez ce qui s'est passé maintenant. Rava, il a dit que cette bête, où le Shochet a commencé la Shrita dans Tourbatz, et il a terminé dans Véchet, il lui a dit, Taref, jette ta bête. Pourquoi? Écoutez ça. Parce qu'il lui dit, je vais te mettre la Humra de Rav et la Humra de Shmuel. Écoutez bien ce qu'il va lui dire. Il va dire, d'après Rav, qu'est-ce que disait Rav au niveau de Nekev Machéhu? Nekev Machéhu, Refa. Qu'est-ce que dit Shmuel par rapport à Makom Shrita? Makom Shrita. Est-ce que le Tourbat Savechet, c'est un Makom Shrita? Non. Alors écoutez bien. D'après Shmuel, Tourbat Savechet n'est pas un Makom Shrita. Si ce n'est pas un Makom Shrita, très bien. D'après Shmuel, c'est jusqu'à Roubo. Mais pour Rav, c'est Machéhu. Même un petit trou. C'est pas bon. Alors, il prend la Humra de Shmuel, il prend la Humra de Rav, et il en a fait une combinaison. Il prend les deux Humrot, il les a collés sur le taureau. Et il dit, ce taureau taref. Pourquoi? Parce que selon Shmuel, ce n'est pas Makom Shrita. Selon Rav, Tourbat Savechet, quand il a été troué, c'est Bemachéhu. Alors, cette Shrita n'en est pas une, et puisqu'on n'en est pas une, c'est un trou. Si c'est un trou, eh bien, un trou, d'après Rav, a Philo Bemachéhu, pas cachère. C'est un trou, c'est une Shrita. Bah oui. C'est dans quel trou? C'est pas un trou, c'est une Shrita là. C'est une bonne question, mais répondez vous-même. Répondez vous-même. Non, vous me répétez votre question, je l'ai entendu. Mais répondez, je vous dis. Vous pouvez répondre à votre question. Le fait que c'est pas un endroit, c'est comme un trou. Bravo. Voilà. Si c'est pas Makom Shrita, c'est Stam un trou.
Mais c'est Makom Shrita parce que c'est Véchet. Mais Ribono Shel Olam. D'après Shmuel, c'est pas Makom Shrita. Donc c'est comme un trou. C'est ça, bien. Si c'est pas Makom Shrita, c'est un trou. D'après Shmuel qui dit que c'est Véchet, et c'est pas Makom Shrita. Non, il a dit que c'est pas Véchet Shmuel. Alors donc il n'y a pas de contradiction, j'ai pas compris. C'est pas encore Shrita, on voit tout ça trop. S'il dit que c'est pas Makom Shrita, c'est pas Véchet. C'est Tourbat. Non, c'est Tourbat. Regarde, continuez. Allez, continuez. Donc à ce moment-là, Machéou devient l'interdiction. Ben voilà. Donc je vois pas en quoi il y a une interdiction là-dedans. Alors vous allez l'entendre maintenant. Regardez ce qui va se passer. La Gemara dit comme ça. Humra derav. La Gemara explique. Humra derav de amarav bemachéou. C'est quoi la Humra de Rav qui lui a fait porter? Il lui a fait porter la Humra de Rav. Il a dit bemachéou. Un petit trou déjà c'est taref. La Gemara dit vea amarav makom shritaou. Je comprends pas. Pour Rav c'est cachère à 100% cette bête. Pourquoi? Parce que ça s'appelle makom shrita le tourbat savechet. La Gemara dit Kishmuel, de Amar Lav Makom Shritaou. La Gemara dit non, parce qu'il lui a mis sur le dos la Humra de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Tourbat Savechet, c'est pas Makom Shrita. La Gemara dit Ishmuel, Ha Amar Berubo. Si tu vas d'après Shmuel, alors c'est cachère. Pourquoi? Parce que lui, il a dit que on tolère le trou jusqu'à Rubo. Et là, il a fait à peine un petit trou. La Gemara dit non, Kerav, de Amar Bemachéou. Là, je suis Mahmir comme Rav, qui a dit que même un petit trou, c'est taref. Alors. Très bien. La Gemara dit, il lui a rendu taref. Il lui a dit, jette au chien. Écoutez la fin de l'histoire, vous allez rigoler. Igalgal milta. Mataï le kamé de Rabbi Abba. Il y a eu le bouche à oreille. Qui est-ce qui a entendu parler de cette histoire? Rabbi Abba. Amar lehu. Eh bien, Rabbi Abba va dire, écoutez bien, Torah, ben Nera, ben Ishmuel, Shari. Zilu imroulé. Les brés de Rav Yosef Bar Hama, de les Shalem de Metora les marais. Rabbi Abba va dire ce shor était cachère, Mimad Afshar. Soit tu suis Rav, soit tu suis l'opinion de Shmuel. Si tu suis l'opinion de Rav, ce shor il est cachère la Mehadrin, Mina Mehadrin. Si tu suis l'opinion de Shmuel, ce shor est cachère la Mehadrin, Mina Mehadrin. Qu'est-ce que tu as fait, Rava, qui était le fils de Rav Yosef Bar Hama? Il a appelé comme ça. Il n'a pas appelé Rava, il a appelé fils de Rav Yosef Bar Hama. Il a dit, allez-y lui dire au fils de Rav Yosef Bar Hama que maintenant il faut qu'il dédommage les enfants de Rav Rukva. Les pauvres, il leur a fait perdre tellement d'argent. Il leur a dit, votre taureau, votre bœuf est taref. Qu'est-ce que ça veut dire ça? De leur interdire. Mais c'est cachère. Pourquoi? Ou l'un ou l'autre. Si tu suis l'opinion de Rav, qu'est-ce qu'a dit Rav? Bemachéou, c'est vrai. Nekev Bemachéou, pas cachère. C'est l'endroit alors. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que Tourbat sa Véchet égale Véchet. Mais si c'est égal Véchet, donc c'est Makom Shrita. Alors quel est le problème? Il a commencé dans Tourbat, il a terminé dans Véchet. Mais Tourbat et Véchet égale Véchet. C'est Makom Shrita, donc tout est cachère d'après Rav. Si tu suis l'opinion de Shmuel, aussi il n'y a pas de problème. Admettons que, d'après Shmuel, ok, c'est pas Makom Shrita. Et il a commencé où? Là où ce n'était pas Makom Shrita. Il n'a pas tout fait. Mais il n'a pas tout fait. Il a commencé juste le début. C'est comme, par exemple, une bête qui, par exemple, avait déjà, comme on a dit pour le canet, déjà le canet à moitié fendu. Et après, le shohet, il prend le couteau, il continue là-bas même. Il n'y a pas de problème. Il est passé de la moitié à la majorité avec son couteau. C'est cachère, c'est une shrita. Mais là, c'est Tourbat. Là, il a commencé dans Tourbat. Mais il n'a pas fait la majorité du Tourbat. Non, il a à peine commencé. Comme il a à peine commencé dans le Tourbat et il a terminé dans le Véchet, donc le Véchet, c'était l'endroit de Shrita. Alors c'est vrai qu'il a fait il a commencé un petit peu dans l'endroit qui n'est pas approprié, mais ça n'avait pas. C'est comme s'il y avait un petit trou. Il y a un problème. D'après Shmuel, il y a zéro problème. Alors, si tu suis Shmuel, cachère. Si tu suis Rav, cachère. Il lui a dit, écoutez ce qu'il va lui dire. Il va dire, vous devez payer, il doit dédommager les enfants de Rav Rukva. Écoutez Rabotai, c'est quoi le chidouche? Il y a ce qu'on appelle To'e Bidvar Mishnah. Et il y a To'e Beshikul Ad-Da'at. Un Dayan qui s'est trompé au moment
où il a jugé, il a condamné quelqu'un de manière erronée. Il s'avère qu'il s'est trompé. La halakha est que un dayan qui s'est trompé n'a pas besoin de payer pour dédommager le condamné, même s'il s'est trompé. Pourquoi ? Parce qu'il remplit son rôle de dayan. L'erreur est humaine, mais ça dépend de l'ampleur de l'erreur. S'il s'agit ici de quelqu'un qui a ignoré une Mishnah, l'article 125 du Code civil, ça veut dire c'est une Mishnah meforeshet, il oublie ce qui est écrit clairement. Là, c'est injustifiable. Il paye. C'est une erreur injustifiable qu'on ne peut en aucun cas accepter. Par conséquent, ça s'appelle Torah Bidvar Mishnah. Il faut qu'il paye un dédommagement, une indemnité à la personne qu'il a jugée et condamnée injustement. Alors, regardez ce qu'il va dire Rabbi Abba. Il va dire Rava, là, cette fois-ci, il s'est trompé, pas une simple erreur de Shikul Hadaat, il s'est trompé carrément Bidvar Mishnah. Parce que ce qu'il a dit ici, c'est absolument inacceptable, inadmissible. Soit tu suis Rav, soit tu suis Shmuel. Si tu suis Rav, qui a dit que Turbat Saveshet, c'est Makom Shrita, alors la Shrita, elle était valable. Il a commencé dans le Turbat, s'il a terminé le Veshet, égale Veshet. C'est bon. Si tu suis l'opinion de Shmuel, qui a dit que Turbat Saveshet n'est pas Makom Shrita, d'accord. Mais lui, Shmuel, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Que c'est seulement si tu avais coupé le rov du Turbat Saveshet qui n'était pas bien. Mais si tu as commencé un petit peu dans le Turbat et tu as terminé dans le Veshet lui-même, alors la Shrita, elle est valable, donc c'est cachère d'une manière ou d'une autre. Que tu suivras ou que tu suives Shmuel. Donc, maintenant, va payer. Alors la Gemara, maintenant, va dire encore, ce qui est très étonnant, encore pour accentuer l'étonnement. Amar Mor Bere de Ravina, Motvina Tchufta Klape San'e de Rava. Je vais encore adresser une objection à l'ennemi de Rava. En fait, il voulait dire, je vais adresser une objection à Rava, mais par kavod pour Rava, il a dit à l'ennemi de Rava. C'est une façon de s'exprimer par euphémisme. Lorsqu'on ne veut pas dire du mal de quelqu'un, alors on parle de son ennemi. On retrouve par exemple Paro, quand il a voulu dire que les Bnei Israël va nous renvoyer Hine am Bnei Israël rav ve'atzu mimenu hava nithakem alo penirbe ve'haya ki tikrena milchama ve'nilham banu ve'ala min haaretz. Si jamais un jour il y a une guerre avec un peuple étranger, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs ? Ils vont profiter pour nous éjecter de notre pays à nous. Ils vont s'associer à nos ennemis de l'extérieur. On aura deux fronts de guerre, à l'intérieur et à l'extérieur. On sera pris en sandwich et ils vont nous expulser de notre pays. Donc, l'Égypte, aux Égyptiens, il faut arrêter l'explosion démographique juive. Là, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va dire Ve'ala mina haaretz. Il aurait dû dire Ve'alinu mina haaretz. Pas Ve'ala mina haaretz. Rachid expliquait que Adam hatole qu'il est la tobe havero. Quand un homme veut parler de quelque chose de négatif, il ne veut pas se l'approprier. Alors il parle de son ennemi. Il dit le mal va arriver sur lui, pas sur moi. Donc la même chose. Il a dit San'e de Rava. Et on retrouve très souvent dans le chasse Son ehem shel talmidei chachamim, son ehem shel Israël. Parce qu'on ne veut pas dire du mal, chas v'shalom d'Israël ou de talmidei chachamim, alors on dit son ehem. La même chose, il a dit j'ai une kushia très forte contre l'ennemi de Rava. Mais il faisait allusion à Rava. C'est quoi ? Nous avons une braïta qui dit Le'olam hilcheta kedivrei bet Hillel ve'arotze la'asot kedivrei bet Shammai rose kedivrei bet Hillel rose mikule bet Shammai ou mikule bet Hillel racha מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר, הכסיל בחושך הולך. אלא אי כבית שמאי ככולי הון וחומרי הון, אי כבית הלל ככולי הון וכחומרי הון. נכון? לגמרא די הגוף הקשיא, אמרת לעולם הלכה כדברי בית הלל, והדר תנה, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי יעשה. לקשיא, כאן קודם בת קול, כאן לאחר בת קול. והיא בעיתימה, אף לאחר בת קול, ורבי יהושע דאמר, אין משגיחין בבת קול, מכל מקום קשיא. Qu'est-ce que ça veut dire? La Baraïta nous enseigne que lorsqu'il y a une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel,
alors il y a deux opinions opposées. L'une de Kula et l'autre de Humra. Ou parfois l'inverse. D'accord ? Bet Shammai Mahmirim, Bet Hillel Mekilim. Maintenant, la halakha elle est comme qui ? Eh bien, ça dépend. Tu fais ce que tu veux. Tu es posé à l'arrêt comme Bet Shammai ? Très bien. Tu fais comme Bet Shammai, la Kula et la Humra. Tu vas être posé comme Bet Hillel, la Kula et la Humra. Mais tu ne peux pas prendre la Kula des deux. Si tu prends la Kula de Bet Shammai et la Kula de Bet Hillel, tu es un rachat. Si tu prends la Humra de Bet Shammai et tu prends la Humra de Bet Hillel, tu es un petit pêche. Tu es un choté. Tu cherches des Humrot de partout. Qu'est-ce que tu veux, t'emprisonner ? Tu veux tout interdire ? Non. Tu es comme un Ksil Bahoshech Oler. L'imbécile, il marche dans l'obscurité. Tu as la lumière, tu vas chercher l'obscurité ? D'abord, la Gemara ouvre une parenthèse. Il dit, je comprends pas. Tu me dis, quelqu'un qui veut faire comme Bet Shammai, il peut ? Ma pitom. La halakha, elle est comme Bet Hillel. Et ça, c'est Bat Kol. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant que la halakha, elle est comme Bet Hillel. Alors, comment tu peux dire que celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut faire comme Bet Shammai ? Réponse, deux réponses. Soit que la Braïta ici, elle parle de l'avant Bat Kol, avant que la Bat Kol n'ait tranché la halakha comme Bet Hillel. Alors en effet, c'était au choix, c'était le libre arbitre. Tu pouvais choisir ce rav, tu pouvais choisir ce rav. Mais une fois que du ciel, on a dit que la halakha est comme Bet Hillel, finish, la halakha est comme Bet Hillel. Soit, deuxième réponse, c'est que même après la Bat Kol, c'est selon Rabbi Eliezer, selon Rabbi Yoshua, qui avait dit En mashgehin li Bat Kol. Vous vous souvenez de cette histoire ? Lorsque Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua et les Chachamim avaient une grosse machloquette à propos de Tanuro shel Achnai, Rabbi Eliezer metaher va Chachamim metameim, et ensuite Rabbi Eliezer, après avoir amené plusieurs preuves, plutôt après avoir fait des démonstrations impressionnantes et spectaculaires. Par exemple, il va dire, si la halakha est comme moi, que le caroubier se déplace, il s'est déplacé sans couder, ou bien que le canal d'eau remonte, ou bien que les murs du Beth Midrash le prouvent, Nahon, eh bien, Rabbi Yoshua, à chaque fois, a réagi en disant, tu ne nous impressionnes pas. À la fin, Rabbi Eliezer va dire, si la halakha est comme moi, que du ciel, on le prouve. Yatsa bat kol ve'amra, malachem ul Rabbi Eliezer, shalachem oto bechol makom. Ça veut dire que là, Akadosh Baruch Hu lui-même a pris parti de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua se lève. Il se lève et il dit Kvar nitena Torah. Torah lo bashamayim hi. La Torah n'est plus dans le ciel. Elle nous a été donnée. Il y a écrit dedans Hare Rabim Lehatot. C'est pas au ciel d'intervenir dans nos affaires. Nous, on a un problème sur terre. On a reçu une Torah. Eh bien, dans la Torah, il est écrit Ahare Rabim Lehatot en mashgihin bebat kol. Donc, quelque part, comme si la bat kol ne pouvait pas intervenir pour un psak halakha. Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion d'expliquer cette histoire plus tard au nom du Gaon de Vilna, mais c'est pas le moment. Alors, juste, Tosfot Bechol Zot, quelque part, disent que une fois on voit que oui, on tient compte de Bat Kol, une fois on ne tient pas compte de Bat Kol. Pour Bet Hillel, on a dit oui, d'après la première réponse. Et pour Rabbi Eliezer, on a dit non. En Mashkerim Bat Kol, Tosfot disent là-bas que ça dépend si la Bat Kol, elle va contre la Torah ou avec la Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la Torah ? Qu'on doit suivre la majorité. Ahare Rabim Lehatot. Entre Bet Hillel et Bet Shammai, qui était majoritaire ? Bet Hillel. Mais Bet Shammai, c'était plus Harifim. Tandis que Rabbi Eliezer et Hachamim, qui étaient majoritaires, Hachamim. Donc quand le Bat Kol te dit Rabbi Eliezer a raison alors qu'il est minoritaire, ça va contre la Torah. Là, je dis En mashgechin be Bat Kol, nitna Torah. Mais lorsque la Bat Kol te dit que Bet Hillel, la halakha est comme eux, ça ne contredit pas la Torah parce qu'ils sont majoritaires. Seulement, pourquoi est-ce que on pouvait se permettre d'aller comme Bet Shammai ? C'est parce que Bet Shammai était plus Harifim que Bet Hillel. C'était plus pointu. Et donc, de ce fait, on pouvait aller selon la minorité qui est plus forte. Car la qualité remplace la quantité. Mais c'est une fois que la Bat Kol te dit que non, même cette fois-ci, tu suis la majorité, alors la Bat Kol, elle a son impact. Bon, je ferme la parenthèse pour dire que
la Gemara, une fois qu'elle a bien compris la Braïta, elle pose une question très forte. Et elle dit, Rava, comment est-ce que tu as été mahmir sur les enfants de Rav Ukva? Ils ont fait la shrita en commençant par Tourbat Saveshet. Ils ont terminé dans Veshet. Qu'est-ce que tu leur dis, Tréfa? Pourquoi? Humra de Rav, Humra de Shmuel. C'est pas possible. C'est ou Kerav et que Humrehon et Kulehon, ou que Shmuel, que Humrehon et Kulehon. Ou bien tu choisis Humra et Kula de ce Rav, ou Humra et Kula de ce Rav. Mais si tu prends Humra de l'un et Humra de l'autre, Haksil Bachoshech Oler. J'ouvre encore une parenthèse. Qu'est-ce que voulait dire la Braïta quand elle a dit celui qui prend les coulottes de Beth Shammai et coulottes de Beth Hillel, c'est un rachat. En fait, la Gemara dans Eruvin explique qu'il ne s'agit pas de deux halachot différentes. Une fois, il est possèque la koula comme Beth Hillel, dans cette halacha, et dans cette halacha où Beth Shammai sont mekilim, il choisit Beth Shammai. C'est pas de cela qu'il s'agit quand on dit rachat. Rachat, c'est lorsque, dans le même sujet, il prend Kula et Kula qui sont contradictoires. Je m'explique. Pour ceux qui étaient là hier, s'en souviennent, on avait parlé de la Tum'at Ohel du squelette. Lorsque nous avons un homme qui se trouve sous un toit, un cadavre, un mort, il communique de la Tum'a. Tout ce qui est sous le même toit devient tamé. Mais quel est le din? Le din, si on n'a que des os, de l'os, on n'a pas de chair. C'est pas un cadavre normal, c'est un squelette. Est-ce qu'il communique de la Tum'a, oui ou non? Alors, si j'ai juste un os, il est métamé bemaga ou bemassa, un etzem hamet, métamé bemaga ou bemassa. Ah, ohel. Mais parfois, les os peuvent être métamim tum'at ohel, ça dépend d'une chose, plutôt de deux choses. Soit rov binyan, soit rov minyan. C'est quoi rov minyan? La majorité des os du squelette humain. Il y a combien d'os? 248. C'est quoi le rov? 125. 248 divisé par 2, 124. Un de plus, ça fait rov, ça fait 125 os. Même s'ils sont éparpillés, ça s'appelle rov minyan, tum'at ohel. Rov binyan, c'est le tronc du corps humain. Si on a la goulgolette, la boîte crânienne, plus le thorax avec la colonne vertébrale. Lorsqu'on a le tronc humain, qui s'appelle le rov du binyan, c'est la majorité de la construction de l'homme, du squelette, la majorité du binyan ha'adam, de la silhouette humaine, eh bien, même si au niveau du nombre d'os, on n'a pas le rov, mais c'est quand même la forme humaine. Ok. Alors maintenant, quel est le din s'il manquait une vertèbre du squelette, du binyan? La colonne vertébrale, on a dit avec la boîte crânienne, ça s'appelle rov binyan. Et donc c'est métamé tumatoel. Quel est le din s'il manque juste une vertèbre? Il y a un qui a dit c'est fini, c'est pas bon. Est-ce que c'est métamé ohel? D'après la vie, non. Mahloket. Voilà, d'après Beth Hillel, dès qu'il y a une vertèbre en moins, il n'y a plus de Touma. Puisque Il n'y a plus de Toumatoel, je veux dire. Il n'y a que Toumat Magar et Massa, il n'y a plus de Toumatoel. Beth Shammai disent, oui, il y a Toumatoel. Quand il faut retirer deux vertèbres pour dire qu'il n'y a plus le Rov Binyan. Si tu retires deux vertèbres, c'est plus Rov Binyan. Très bien. Maintenant, je vous pose une question par rapport à une Behema. Une Behema, on avait dit que si elle a eu une vertèbre qui s'est complètement cassée et retirée, d'accord, détachée. Ma'adin, tréfa ou pas tréfa? D'après Beth Hillel, c'est tréfa. C'est bizarre. Regarde. D'après Beth Shammai, non, c'est pas tréfa. D'après Beth Shammai, c'est pas tréfa. Kacher. Faut deux. Alors, Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'ils sont mahmirim ou mekilim? Ça dépend. Si tu es dans le registre Tum'at Ohel, Beth Hillel sont mekilim, kula, et Beth Shammai, humra. Si tu vas dans le registre terefa, eh bien il s'avère que c'est le contraire. Le contraire. C'est quoi le pendant? C'est que Beth Hillel qui ont dit qu'avec une vertèbre de moins, tu n'as plus le binyan, eh bien une vertèbre de moins dans la Behema, elle est tréfa.
Bet Shammai qui ont dit que il faut 2 en moins pour dire que c'est plus Rov Binyan, eh bien il faut 2 en moins pour dire qu'elle est Terefa. La Kula. Maintenant, regardez le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 choses contradictoires. Quand il s'agit de Ohel, il dit moi je suis possède comme Bet Hillel. Et donc, elle a déjà, le squelette a une vertèbre en moins, c'est bon, tahor, tahor. Parce que je suis possède comme Bet Hillel. Une vertèbre en moins, c'est pas un squelette, et donc, tahor. Ah oui, tu es comme Bet Hillel? Alors maintenant, pourquoi au niveau de la Terefa, tu as dit, non, elle est encore viable, elle est encore zebeseder, elle est cachère. Moi, je suis possède comme Bet Shammai, qui disent qu'il faut 2 en moins. Ce n'est que s'il y a 2 en moins qu'elle est Terefa. Là, c'est contradictoire. Ça s'appelle, il va que Koulé Bet Shammai et Koulé Bet Hillel. Koulé Bet Shammai dans Trefa, Koulé Bet Hillel dans Toumatohel. Ça, c'est contradictoire, ces 2 coulottes. Ça, c'est un rachat. Celui-là, c'est un rachat. Mais lorsque c'est dans 2 registres différents, dans 2 marloktot, dans 2 dîmes différents, et là, il est posé comme Bet Shammai, la Koula, et là, comme Bet Hillel, la Koula, ça, c'est pas un rachat. Regardez la réponse d'Agmara. Mikol Makom Kashia. Qu'est-ce qu'il fait Rava avec ça? Amar Rav Tavut. Kula Kerav Avda. Dechiata Rami Bar Yechezkel Amar. Lot etzaitu lehu. Lehanek lale de Chaïd Yehuda Achim Ishme de Rav. Hachi Amarav. Veshet natnu bo Chachamim shi'ur. Miklal de Turbatz Veshet. Lav Mekom Shchita. Veka Amar Bemashehu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Behemet, on avait cru jusqu'à présent que d'après Rav, c'était un Makom Shchita. Et pourquoi il a dit Mashehu? Parce que justement, puisque Turbat Saveshet c'est Makom Shchita, donc c'est comme Veshet. Et si c'est égal à Veshet, donc c'est normal que c'est Mashehu. Il dit pas du tout. Rabbi Hezkel, c'était le frère de Rabbi Yehuda, qui était l'élève, le Talmid Mouvhak de Rav. C'était qui? Rabbi Yehuda. C'est lui qui toujours nous rapporte des règles, nous cite des règles au nom de son maître, Rav. Eh bien, Rabbi Hezkel, cette fois-ci, il a osé dire, n'écoutez pas mon frère. N'écoutez pas mon frère Rabbi Yehuda, avec les klalim qu'il a donnés au nom de Rav. Regardez ce qu'il va dire. Amar Rav Tavut, Kula Kerav Avda. Rava, en fait, dans ce psak halacha qui a été mahmir, en fait, il s'est appuyé que sur une seule opinion. Pas Rav et Shmuel, il a pris la Humra de l'un et la Humra de l'autre, ce qui a suscité autant d'étonnement. Non, pas du tout. Il s'est appuyé que sur un seul maître. Il s'appelle Rav. Ah, mais donc dans ce cas-là, on vient de voir que c'est incohérent. Réponse, c'est que Rabbi Hezkel a dit la chose suivante. Il dit, n'écoutez pas mon frère Rabbi Yehuda. Chiyata Rami Bar Hezkel, de Eretz Israël en Babylonie, Amar, lotetzai tulehu leanek lale, de Chaïl Yehuda Ahi, Mishme de Rav. N'écoutez pas ces klalim, ces règles que mon frère Yehuda a enseignées au nom de Rav, qui consistaient à dire que quoi? Que d'une part, le Turbat Saveshet, pourquoi est-ce qu'il est un pasoul benekev kolchehu? Parce qu'il s'appelle Veshet. Mais d'autre part, puisqu'il s'appelle Veshet, alors c'est Makom Shchita qui est kasher. C'est faux. Voici ce qu'a enseigné Rav. Hachiyamarav. Veshet, natnu bo hachamim shi'ur. Le Veshet, hachamim eux-mêmes ont dit qu'il n'y a qu'une partie du Veshet qui est apte à la Shchita. Miklal de turbat sa Veshet, lav mekom Shchitahu. Ça veut dire que le turbat sa Veshet n'est pas makom Shchita. D'accord? C'est pas possible. Jusqu'où tu vas faire la Shchita dans le Veshet? Jusqu'où tu montes? Jusqu'où? Il te dit non, il y a une limite. Limite, c'est Turbat Saveshet. Veka Amar, malgré tout, Bemashehu, bien que le Turbat Saveshet n'a pas le statut de Makom Shchita, c'est pas pour autant que tu vas le comparer au Kané. Ne me dis pas que le Turbat Saveshet c'est comme le Kané. Qu'est-ce qu'on a dit pour le Kané? Jusqu'au Rov. Ma pitom! C'est aussi Bemashehu. Ça veut dire que le Turbat Saveshet, il n'a que l'inconvénient du Veshet, mais il n'a pas la qualité du Veshet. Il a l'inconvénient du Veshet, c'est que Nekev Bemashehu, mais il n'a pas la qualité positive du Veshet,
dans le sens où il n'est pas makom shrita. Voilà, Moraï Verabotaï, on aura compris donc la raison pour laquelle Rava avait été mahmir. C'est pas qu'il leur a fait porter la Humra de Rav et la Humra de Shmuel, pas du tout, parce que c'est incohérent. Mais c'est juste parce que lui, il avait reçu la bonne version de l'enseignement de Rav, qui est la version de Rami Bar Yechezkel. Brouchim Tiyou.